Ah, je suis heureuse de retrouver les collègues du Café politique. Ça a été par intermittence. C'est l'été, les vacances, les absences. Bref, je joins à Fredericton, mon collègue de CBC, Jacques Poitras. Bonjour, Jacques. Bonjour, je suis là pour la longue terme maintenant. Yeah! Et je pense que c'est pareil pour notre émissaire à Caraquette, François Gravel, éditorialiste de l'Acadie Nouvelle. Bonjour! Bonjour, content de vous retrouver. Tous les trois, on se retrouve ici dans cette période annuelle de l'année, la même à chaque année où on se dit il fait beau, c'est des vacances, c'est des festivals, on va manquer de sujets pour le café politique avant de découvrir que non, ça ne sera pas un problème encore cette semaine. Absolument, messieurs. Et on part la machine tout de suite avec notre premier sujet. J'ai un petit peu placé la table parce que c'est franchement intéressant de lire les nombreux commentaires. Et je commencerai avec vous, François, qui avait signé un éditorial sur le sujet là, portant sur la position de la province, la lieutenant-gouverneur bilingue, par rapport aux Acadiens, aux francophones qui sont estomaqués, je pense que le mot n'est pas trop fort, de voir la position de la province dans ce dossier, François. Oui, décision critiquée. D'ailleurs, à l'Acadie Nouvelle, on a reçu des dizaines, je pense, de lettres d'opinion du lecteur sur le sujet, qui tout pour dénoncer cette position-là du gouvernement Hall. Le gouvernement qui voit ça comme un dossier juridique beaucoup plus large que simplement la lieutenant-gouverneur unilingue et qui explique pourquoi il fait partie pour la position du fédéral contre la SANB. Mais c'est très mal accueilli au sein de bonne partie de la population. C'est un dossier compliqué pour les libéraux pour plusieurs raisons. D'abord, il y a l'émotion. Quand vous dites estomaqué, c'est une bonne analyse parce que beaucoup de gens, je crois, éprouvent un sentiment de trahison. Là. Ils ont cru, avec la défaite de Blaine Higgs, l'élection de Susan Hall, qu'ils auraient en poste à Fredericton un gouvernement plus favorable à leurs aspirations. Il y a aussi le fait que le caucus libéral est rempli de députés acadiens, que pas un seul n'a osé prendre la parole publiquement. Je parle pas ici de déchirer sa chemise là, ou claquer la porte du parti, mais même jusqu'à simplement partager un malaise ou dire une inquiétude par rapport à tout ça, ou dire qu'on comprend la réaction des électeurs, mais non, rien du tout. Là, tout le monde suit la ligne du parti. Et il y a le contexte aussi. Là, la fête nationale de l'Acadie approche. Là, tous ces députés acadiens, on les voit là, de plus en plus ces jours-ci dans les médias sociaux, sur Facebook. Ils partagent, ils sont présents dans les festivals, ils partagent leur fierté d'être acadiens, mais tout ça sans critiquer la position de leur chef. Cela dit, ça pourrait être pire. Souvenez-vous quand Blaine Higgs a voulu mettre fin à la révision obligatoire aux 10 ans de la loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, les députés conservateurs Daniel Alain, Régent Savoie et Glenn Savoie avaient fait une sortie publique, eux, pour dire à quel point c'était une bonne nouvelle à leurs yeux, cette annonce-là. On n'a rien vu de tel chez les libéraux, du moins pour le moment. C'est sûr. Mais est-ce qu'ils ont raison, Jacques, les citoyens qui disent, mais voyons, c'est du pareil au même. Quelle déception. On nous sert la même recette. Est-ce qu'ils ont raison de dire ça? Imaginez être un député libéral qui se réveillait samedi passé, là, ouvre la porte, tu ramasses ta copie de l'Acadie Nouvelle, tu ouvres l'éditorial très fort de François et aussi 3 textes d'opinion sur le même sujet qui parlent d'une claque en pleine face. Maintenant, pour être assez juste aux députés libéraux, François les invite de se prononcer publiquement. C'est possible qu'on le discute d'une façon très, très forte dans l'arrière-scène. On ne sait pas exactement ce qui se passe au caucus. Mon impression, ce n'est pas exactement la question du lieutenant-gouverneur exactement, mais les attentes que Susan Holt a créées. Elle avait critiqué la position légale du gouvernement Higgs. Mais pour 6 ans, comme François l'a dit, les francophones, les militants francophones, les députés francophones étaient habitués à l'idée que le statu quo était le meilleur qu'on pouvait attendre d'un gouvernement du Nouveau-Brunswick. Il fallait juste sauvegarder ce qui existait déjà puis, pendant le gouvernement Higgs. Et on attendait que ça serait différent avec Susan Holt. Alors, je pense que c'est le signal que ça envoie au lieu de la question du lieutenant-gouverneur spécifiquement. Mais ça met des libéraux, des députés libéraux, dans une situation très difficile. Et on demande aussi qui est le conseiller francophone principal de Susan Holt qui le conseille, qui a un radar politique dans les régions francophones qui peut le conseiller sur des questions difficiles comme celui-ci.
Oui, on va voir si on aura plus de commentaires de la part de nos élus acadiens, de la première ministre par rapport à cette position. On va passer au prochain sujet. Et je vais commencer avec vous, Jacques. Là, l'histoire de la centrale de Center Village, ça passe pas bien, en tout cas dans la communauté de Tantramar. On entend des voix s'élever, pas juste de la députée du Parti vert, Megan Mitten. Est-ce qu'Énergie Nouveau-Brunswick veut bâcler les consultations, aller plus vite que prévu? Je vois dans le journal ce matin qu'il n'est même pas sûr que ce sera juste de la matière première canadienne qui va se rendre là. Dans l'Acadie Nouvelle, on parle de ça ce matin. Donc, Jacques, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'on a encore le politique, l'empressement d'Énergie Nouveau-Brunswick, le mécontentement par rapport à la Société de la Couronne, tout ça dans une grosse marmite, puis ça va exploser? Bien, absolument. Puis c'est très, très courant aujourd'hui avec le débat aussi sur les projets nationaux de Mark Carney. Oui. Celui-ci, c'est pas un projet national, mais c'est un peu les mêmes enjeux. Parce que acceptons, puis c'est encore un débat, mais acceptons hypothétiquement que cette centrale est nécessaire, puis c'est la meilleure place pour le situer. Quand même, quand on essaie de lancer un processus très rapide, quand on cherche des raccourcis pour aller autour de la Commission de l'énergie et services publics, pour construire rapidement de l'infrastructure énergétique, ça peut coûter cher dans le sens de la confiance du public. Et c'est exactement le même défi que Mark Carney est en train d'expériencer au niveau national. Oui. On veut construire rapidement. Tout le monde est très enthousiaste pour des projets vite. Mais quand on oublie la nécessité d'amener la population avec nous, là, ça peut créer des problèmes à long terme. C'est très possible que cette centrale est nécessaire, mais Énergie Nouveau-Brunswick dit ça se peut qu'on va manquer d'électricité dès 2028, alors il faut procéder maintenant. Mais ça ne change pas la dynamique sur le terrain avec la population. Oui, j'ai bien l'impression. François, qu'est-ce que vous voyez dans tout ça? Est-ce qu'on ne pourrait pas construire vite des parcs d'énergie solaire ou des éoliennes à la place? Mon impression, c'est qu'Energy se tourne vers ce qu'il connaît après l'échec de plusieurs autres tentatives différentes. Les mini-réacteurs nucléaires qui devaient être en fonction d'ici la fin de la décennie. Le fiasco avec Joy Scientific qui était censé produire de l'hydrogène à partir de l'eau de mer. La boucle de l'Atlantique qui ne verra pas le jour finalement. La centrale thermique de Belle-Dune qu'il faut fermer dans quelques années à la demande du gouvernement fédéral. Ben voilà, exactement. Alors je pense qu'Energy commence à manquer de solutions, d'idées. Alors ils se sont tournés vers quelque chose qu'ils connaissent, donc une centrale, cette fois-ci au gaz, quelque chose de polluant, mais qui a fait ses preuves. Et on a essayé de le faire passer en douce aussi, avec la publication pendant l'été du rapport d'impact environnemental. Les consultations publiques ont eu lieu en ligne, en pleine période des vacances. Donc, on espérait éviter justement ces controverses-là. C'est raté. Et voilà. Et évidemment, les gens de la région ne sont pas heureux. Et je les comprends. On se fait construire une centrale ici qui n'est pas dans un parc industriel non plus. Là. C'est dans un lieu où il n'y avait rien de tout ça. Il y a un impact environnemental, ça va être extrêmement polluant. Ce débat-là ne fait que commencer. Absolument. Bon, on va passer à notre troisième sujet. Alors qu'on commence, bien malgré nous peut-être, à parler de rentrée scolaire avec le mois d'août qui est bien entamé, on organise du côté des familles, bien justement, ce que sera le quotidien. Ça peut passer par les garderies. Jacques, cette semaine, vous avez publié un reportage qui vient peut-être défaire les rêves de certaines familles, là, que la garderie à 10 $, c'est pas la panacée, là, c'est pas forcément pour tout le monde. C'est inspiré par un rapport d'un institut indépendant qui a fait une étude qui a noté que le Nouveau-Brunswick est parmi les provinces qui n'ont pas encore atteint l'objectif de 10 $ par jour en moyenne. Et ça nous sert à nous rappeler que l'objectif n'est pas 10 $ par jour pour toutes les familles. C'est pour les familles qui ont des enfants dans des garderies désignées et c'est un moyen. Alors, certaines familles qui vont être subventionnées à cause des faibles revenus, ça va être moins cher. Des autres, le plafond sera 21 $ par jour. Mais c'est la moyenne. Et
On le savait parce que Justin Trudeau l'a dit quand il a annoncé l'entente avec le Nouveau-Brunswick en 2021. Le ministre Bill Hogan l'a dit l'année passée, c'était une moyenne. Mais la plateforme libérale de Susan Holt l'année passée n'a pas mentionné la moyenne. Garderie à $10. Le discours du trône n'a pas mentionné la moyenne. Alors, il y a des parents, puis je les ai trouvés plusieurs facilement cette semaine dans un terrain de jeu à Fredericton qui pensaient qu'ils allaient avoir $10 par jour dès le 1er avril. Maintenant, il y a un bon argument pour dire on va mettre nos ressources pour rendre ça moins cher pour les familles aux faibles revenus et un peu plus cher, mais encore beaucoup moins que c'était pour les autres familles. Mais il faut faire l'argument, il faut clarifier et jusqu'à maintenant, c'était pas trop clair. Et voilà, là, on met les pendules à l'heure, puis ça peut être un dur réveil pour certaines familles. François Gravel, donc ici, est-ce qu'on assiste à un slogan politique qui a un petit peu faussé la réalité? Un peu. L'attente, c'était clairement un service de garderie à $10, comme c'est le cas au Québec, comme on choisit de mettre en place d'autres provinces. Même si, effectivement, l'entente avec le fédéral ne dit pas ça. Mais oui, Jacques l'a bien expliqué, la promesse des libéraux provinciaux dans le programme électoral, dans le discours du trône, c'était d'utiliser les fonds fédéraux pour un système à $10, et c'est pas ça qui est livré, et donc ça provoque un mécontentement. On nous dit maintenant que l'objectif, c'est un service qui va coûter en moyenne $10 par jour, mais le problème pour le gouvernement Holt, c'est que ce prix moyen n'existe pas. Les utilisateurs du service payent le prix réel, pas un prix provincial moyen. Et beaucoup découvrent que le coût du service subventionné va leur coûter plus cher, parfois le double que ce $10 par jour qu'ils croient s'être en fait promis. Il faut quand même mettre les choses en contexte. Cela dit, l'absence du prix unique là, de $10, c'est décevant pour beaucoup de gens, mais ça reste une amélioration. Dans certaines régions de la province, un service de garderie, c'est l'équivalent d'un deuxième paiement hypothécaire, tellement les coûts étaient rendus élevés. Alors, avec un prix moyen de $10, il y a quand même beaucoup de gens qui économisent sur les frais de garde malgré cette déception-là. Oui, puis je pense qu'il y a plusieurs familles qui ont placé leur enfant en garderie quand c'était au top, qui se disent « Ah ben, ça aurait été le fun, ça. » Alors oui, il y a peut-être un pas dans la bonne direction. Je sais pas, je dis ça comme ça. Peut-être d'expérience, peut-être pas. OK, on va passer à vos cafés, chers amis. Et alors, il nous reste un bon 4 minutes 30. Je commence avec vous, François Gravel à Caraquette. Café au ministre de l'Agriculture, Pat Finnegan, qui a envoyé un mémo aux députés de l'Assemblée législative pour annoncer sa volonté d'offrir plus de terres de la couronne à l'industrie du bleuet sauvage. Nouvelle qui a été très bien accueillie par les producteurs de bleuet. Nouvelle qui a été pas si bien accueillie par ceux qui s'opposent à ce que plus de terres soient consacrées à cette culture-là, en particulier dans la région de Tracadie, là où il y a un grand débat là-dessus. Mais moi, je serais curieux d'entendre les producteurs de sirop d'érable, en fait, pour qui c'est tellement difficile de convaincre le gouvernement provincial, et y compris beaucoup les libéraux avec qui les relations ne sont pas si bonnes, de leur accorder plus de terres pour permettre la croissance de leur industrie. Il y a toujours ce conflit-là avec l'industrie forestière. Je pense qu'ils aimeraient beaucoup voir le gouvernement montrer autant d'enthousiasme pour la croissance des terres réservées aux érablières que pour les bleuetières. Et on va ajouter à ça un café corsé à la ministre du Développement social, Cindy Miles, et au ministre des Finances, René Lagacé, qui ont fait des calculs étonnants. On s'est aperçu cette semaine que le budget provincial prévoit une baisse importante du budget de l'aide sociale, étant donné que les taux ont augmenté et que le nombre de prestataires a augmenté aussi. Ça signifie que le gouvernement prévoit qu'un très grand nombre d'assistés sociaux vont retourner bientôt sur le marché du travail. Wow. Il n'y a vraiment rien qui démontre ça. Je me demande s'il n'y a pas eu un petit peu de pensée magique ici, peut-être potentiellement pour avoir un déficit budgétaire prévu un peu moins élevé que prévu, mais que finalement, ça ne se répercutera pas dans les livres à la fin de l'année. Oui, certainement qu'on va suivre l'effet de ça. Jacques Poitras, vos cafés cette semaine. Café corsé pour René Lagacé, ministre d'Énergie, qui voit cet été que l'ajusteur carbone grimpe jusqu'à 9 sous par litre. On parle d'éliminer cet mécanisme. La Commission de l'Énergie et Services publics étudie si c'est trop élevé, mais en même temps, ils étudient si on devrait élargir la marge de profit pour les stations d'essence
ce qui rendrait vraiment un impact nul sur le consommateur. Et un café sucré pour John Herron, ministre des Ressources naturelles, ça vient de la semaine passée, mais j'étais absent. Je voulais juste souligner que John Herron parle maintenant d'une consultation avec les communautés autochtones, les Premières Nations, beaucoup plus positif sur des projets énergétiques et la province pourrait même insister que les Premières Nations soient des actionnaires dans les projets. Les compagnies privées doivent les inclure dans leur plan financier. Alors, c'est un changement vraiment de l'approche du gouvernement précédent et on va voir si ça améliore les relations avec ces Premières Nations. C'est très intéressant, surtout qu'à l'échelle nationale, on commence à parler de l'économie autochtone comme d'un potentiel dans la trousse d'outils pour se distancier de cette dépendance aux États-Unis, qu'au Canada, il peut y avoir des partenariats aussi entre les nations autochtones puis avec les communautés. Je pense que c'est dans le ton. Écoutez, il me reste à vous souhaiter une belle fin de semaine, une belle semaine dans la chaleur et le temps sec. François Gravel à Caraquette, on continue de lire vos éditoriaux. Merci beaucoup. Au plaisir. Et de suivre vos reportages à Fredericton, Jacques Poitras sur les plateformes de CBC. Merci beaucoup, Jacques. Merci. C'était notre Café politique.